Alors, sur la carte blanche, j'avais mis algorithme de recommandation ou système de recommandation. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là, ça aurait pu être un autre sujet de machine learning, mais c'était déjà, je trouve que l'application est très intéressante, on va le voir. Et aussi, je trouve que ça illustre bien l'interface entre machine learning, qui est un mot mystérieux, où il y a plein de choses, et les maths qui sont derrière. Et les maths qui sont cachées derrière ce système, c'est des maths de niveau peut-être Bac plus 1 ou Bac plus 2. Donc j'espère que grâce à cette carte blanche, ça rendra les choses un peu plus claires. Nous sommes toutes oui. Avec une intro comme ça. Là, j'ai mis la barre un peu. Je vais peut-être reprendre l'intro. Oui, donc, alors, déjà, on parle de système de recommandation et pas d'algorithme de recommandation parce que c'est plusieurs briques. C'est pas juste un algorithme, il y a des choses qui viennent avant l'algorithme et des choses qui viennent après l'algorithme. Mais avant d'expliquer tout ça, c'est quoi un système de recommandation? Alors, un système de recommandation, c'est quand vous allez sur Netflix, la première fois que vous vous abonnez sur Netflix, il ne vous connaît pas du tout. Donc, il vous propose plein de films qui apparaissent, mais si ça se trouve, c'est des films que vous n'aimez pas du tout. Donc là, il vous propose quelque chose. Ensuite, vous allez faire votre recherche, vous allez regarder des films, peut-être les noter, peut-être commenter, peut-être passer plus de temps, moins de temps, accélérer, ne pas accélérer. Vous allez faire plein d'actions sur ces films-là. Et au fur et à mesure que vous regardez des choses sur Netflix, alors je prends l'exemple de Netflix, mais ça peut être YouTube, ça peut être Facebook, ça peut être n'importe quel réseau social ou d'autres applications, je vais peut-être en dire 2 mots après. Et au fur et à mesure qu'on rentre dans cette plateforme-là, on a l'impression qu'il nous connaît vraiment. C'est-à-dire qu'il va commencer à nous recommander, d'où le terme système de recommandation. Il va nous recommander des choses qui ressemblent plus à ce qu'on a envie de voir. Moi, ça m'a fasciné ça, mais comment c'est possible? Ouais. Et là, ça a vraiment évolué et parfois, moi, quand je suis sur les réseaux ou quand je suis sur YouTube ou ce genre de choses, je suis vraiment fasciné parce qu'il me propose vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc là je vais essayer pendant 5 minutes d'expliquer en fait qu'est-ce qui se cache derrière. Alors, évidemment, comme tout, là, je vais expliquer une façon un peu simplifiée de la chose. Il y a beaucoup d'autres détails, etc. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui dépensent des millions et des millions pour faire de tels systèmes. Oui. Mais le principe que je vais dire, c'est quand même le même qui est sous-jacent à tous les systèmes de recommandation. Donc, c'est typiquement un cas d'usage de machine learning parce que dans machine learning, il y a learning et on ne peut pas faire de learning s'il n'y a pas de données. On ne peut pas apprendre sans données. Et c'est typiquement un problème où on ne peut pas faire de techniques de mathématiques standard parce que sans la donnée qui est j'ai regardé ce film, j'ai apprécié ce film, je ne peux rien faire. Oui, oui. Et donc c'est en ça que je pense que c'est une bonne illustration du machine learning parce qu'on a vraiment besoin de données. Donc première étape, collecter de la donnée. C'est quoi la donnée? C'est tous les films que tu as regardés. Est-ce que tu les as aimés ou pas? Et comment on quantifie le fait que tu les as aimés ou pas? Soit de manière explicite parce que tu as mis 5 étoiles, Oui. soit de manière implicite parce que tu l'as regardé jusqu'à la fin. Oui. Parce que tu n'as pas quitté au bout de 2 minutes. Parce que tu as cherché vraiment explicitement Titanic, pour prendre un exemple que tout le monde connaît. Donc, si tu as cherché explicitement ce film-là, c'est peut-être que tu l'aimes. Donc, on va prendre toutes ces informations-là, on va les agréger pour faire une donnée qui est la personne P aime le film F. D'accord? On donne une quantité. Ça, c'est la collecte de données. Ensuite, Netflix, il ne fait pas ça que sur toi, mais il fait ça sur tous ses utilisateurs. Donc, sur chacun des utilisateurs et sur chacun des films, il a un score. Oui. L'utilisateur machin aime le film truc. L'utilisateur machine aime le film muche, etc. Donc, on a une grosse matrice. Donc, premier mot magique, les matrices, qui lie tous les utilisateurs à ce qu'on appelle des items, parce que ça peut être des films, ça peut être des livres, ça peut être des vidéos, ça peut être des posts, LinkedIn, ça peut être n'importe quoi. Donc, matrice, tableau à double entrée, dont les lignes, par exemple, sont les utilisateurs et les colonnes, les items, les films, Exactement. etc. Et dans cette matrice-là, on va avoir 2 types de cases. Des cases qui sont remplies avec le score,
parce qu'on sait que telle personne a regardé tel film et elle l'a apprécié ou pas, ça on le sait, et des cases vides, parce que la personne qui n'a jamais vu le film, on ne sait pas s'il l'aime ou pas. Ouais. Et justement, l'objectif d'un système de recommandation, il est très simple, il faut remplir ces cases. Parce que quand on aura rempli ces cases, on saura si cette personne aime ce film ou pas. Donc jusque-là, ça va. En fait, c'est ça le problème d'un système de recommandation. Donc jusque-là, on a fait la grosse partie du travail qui est comprendre le problème. Maintenant, on veut le résoudre. Bon, on a une matrice avec certaines cases qui sont remplies, certaines cases qui sont vides, et on a envie de remplir ces cases vides. Comment on fait? C'est là où les maths rentrent en jeu. On a une notion de mathématiques qui s'appelle low rank approximation, une approximation de rang faible, ça je crois. Et donc on a cette matrice-là qui est hyper grande, on imagine plusieurs milliers d'utilisateurs et plusieurs milliers de films, et on a envie de décomposer cette matrice en un produit de 2 matrices petites. Alors déjà... Alors juste, si on revient avec les nombres pour les auditeurs, imaginez vous avez un très grand nombre et en fait vous voulez le couper en 2 nombres qui, quand vous le multipliez, vous obtenez ce grand nombre. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. En fait, en maths, on sait que quand on multiplie 2 matrices d'une certaine taille, ça nous donne une matrice d'une autre taille. Ça, on sait le faire. Et donc, on se dit, cette grande matrice qui a des cases vides et des cases remplies, on a envie de l'écrire comme le produit, la multiplication de 2 matrices qu'on choisit d'être petites. En fait, on a le choix sur la matrice, on fait comme on veut. Et on se débrouille pour que, quand on fait ce produit-là, on choisit les cases de ces petites matrices. Celles-là, on les choisit parce que pour l'instant, elles n'existent pas, donc on les invente. Et on choisit ce qu'on met dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on met dedans? On met des choses, des chiffres, tels que des nombres, tels que quand on les multiplie, on retrouve la même chose que les cases qui sont remplies. Donc, on se débrouille pour faire ça. Et comment on se débrouille, ça, je vais l'expliquer juste après. Ça, c'est peut-être le niveau 2. Pour l'instant, on sépare en 2 matrices, dont, quand on fait le produit, on retombe sur la matrice d'avant. Donc, on retrouve exactement les indications de films qu'on aimait ou pas quand on fait le produit. Parce que c'est la seule information qu'on a. Et là, il y a un truc magique qui va se passer, c'est que on s'est débrouillé pour que les informations qu'on connaît déjà, donc les datas qu'on a déjà, on les retrouve, mais on a gratuitement toutes les autres. Parce que maintenant, on a rempli les petites matrices et en faisant leur produit, on retrouve toutes les autres cases. Et c'est là qu'on fait de l'apprentissage. On est en train de faire du learning. Parce qu'on se dit, tu apprends ces petites matrices grâce aux cases qui sont déjà remplies dans la grande matrice. Et l'autre étape, c'est la prédiction. C'est les cases où il n'y avait rien, c'est vide. Maintenant, je peux les calculer grâce aux choses que j'ai apprises avec les données que j'avais déjà. Donc, je prends une grosse matrice, je la décompose en petites matrices. Je me débrouille pour que ce qu'il y a dans ces petites matrices soit cohérent avec ce qu'il y avait renseigné dans la grande matrice. Et pour tout ce qui était vide, je peux le retrouver gratuitement grâce à un petit produit scalaire. Donc, 3e terme mathématique. Waouh. C'est ça le principe. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on peut peut-être expliquer une notion avec un niveau légèrement plus élevé, mais ça reste quand même à la portée, je pense, de nos auditeurs, qui est comment on se débrouille pour que ce produit matriciel retrouve les cases qu'on avait. C'est la partie learning. Et là, on renvoie à la même notion que tout à l'heure, descente de gradient. Parce que on résout un problème d'optimisation. On ne peut pas, il est inespéré, d'ailleurs on a de la théorie mathématique qui nous permet de traduire ce mot inespéré en théorème, dire je retrouve de manière exacte toutes les entrées. Ça dépend de la sparsité, ça dépend de plein de choses. Donc au lieu de dire je retrouve exactement toutes mes données, je dis je retrouve le plus proche possible, avec le plus de précision possible. Et dès que je commence à dire le plus quelque chose, je suis dans le cadre de l'optimisation. Donc j'optimise, j'essaye de faire de mon mieux. C'est ça l'optimisation. Et pour résoudre un problème d'optimisation, on a une brique qui est universelle, qu'on retrouve partout, qui est la descente de gradient. Évidemment, pour les auditeurs les plus informés, ce n'est pas la seule brique, et il y a plein d'autres choses un peu avancées, mais
l'idée, c'est toujours la même. On regarde, on essaie d'améliorer de proche en proche notre solution avec une façon de se déplacer qui est donnée par le gradient. Voilà. Bon. On a pris l'exemple de Netflix, mais vous prenez Netflix, vous remplacez par YouTube, vous prenez film, vous remplacez par vidéo, ça reste valable. Vous prenez Netflix et vous le remplacez par Facebook ou Instagram, et au lieu de film, vous remplacez par des posts ou des photos, et au lieu les utilisateurs, c'est les mêmes, donc ça reste valable. Et vous prenez Netflix, vous le remplacez par une entreprise, là on revient dans le monde concret, qui vend des produits en ligne, donc du e-commerce. Et les utilisateurs, au lieu de regarder des films, ils viennent sur le site pour acheter des choses. Et on a envie qu'ils achètent les bonnes choses. Et surtout, on a envie de leur recommander des choses. Ils ne savent même pas qu'on les vend. Et si on leur propose, ils vont dire « Mais c'est génial, je veux acheter ça !» Ouais. Et ça, il y a un site très célèbre qui fait très bien ça et qui nous fait acheter des choses qu'on n'avait même pas imaginées. Ça commence par AMA et ça se termine par Zone. Donc, il y a vraiment des applications concrètes avec des enjeux économiques. Et juste pour l'anecdote, cet algorithme-là a été proposé suite à un challenge que Netflix a mis en place. J'ai peur de raconter des bêtises, mais je crois que c'était en 2007. Et il y avait un prix très intéressant, à base de plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, ils ont soumis une base de données comme ça et ils ont mis un challenge. Donc, celui qui arrive à prédire ce que les utilisateurs vont aimer avec la meilleure performance, il gagne le challenge. Wow. Et les personnes qui ont gagné ce challenge, c'est les personnes qui ont proposé cet algorithme. Et c'est depuis que cet algorithme est devenu un peu la référence pour ce genre d'application. Ok. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'utilisatrice des différentes choses dont tu as parlé aujourd'hui, c'est comme tout le monde, je suis assez bluffée par la puissance des recommandations. En fait, ça fait une très bonne transition vers un truc que je voulais dire aussi sur ce genre d'algorithme, qui est sur la mise en garde. Il y a une mise en garde pour ce genre d'algorithme. Donc, c'est un vrai sujet scientifique de recherche. Donc, il y a plein d'articles qui sortent sur ça, qui ont en fait le risque d'être enfermés dans des bulles. Exactement. Et donc, typiquement, sur les réseaux sociaux, les gens le constatent eux-mêmes. Il n'y a même pas besoin d'aller faire de la recherche. On constate rapidement qu'on voit toujours les mêmes choses et qu'on en a un peu marre. Mais sur des enjeux un peu plus importants, du genre faire acheter des choses ou des opinions politiques ou des choses où il y a un impact sociétal important, ces algorithmes, en fait, nous enferment dans des bulles. Et des chercheurs ont proposé des mécanismes de sortie de bulle. Mais oui. Donc, où de temps en temps, il va te proposer quelque chose qui a en apparence rien à voir, mais en fait, c'est quand même un peu calculé. Donc, oui. Donc quand on utilise ce genre d'outils, moi, ça me fascine parce que je dis, c'est génial, les Macs peuvent permettre de faire plein de choses. Et c'est vrai que c'est quand même confortable quand tu vas sur Netflix, tu te proposes un film et quand plus tu l'aimes, c'est super, au lieu de aller chercher toute seule. Mais il faut faire attention à ne pas être enfermé dans des bulles et à laisser le déterminisme mathématique, en fait, vraiment déterminer tout ce que tu vas faire après. Ouais, c'est une question très, très importante que tu soulèves là. Parce qu'effectivement, des fois, moi-même, je me fais la réflexion de « Oh, pour une fois, j'aimerais bien regarder un truc un peu différent. » Et là, il faut aller chercher soi-même, quoi. Donc, Moi, avec des amis, parfois, on s'amuse à prendre un profil typiquement YouTube et à essayer de lui faire changer d'avis sur nous. C'est-à-dire, je regarde des trucs que je ne regarderais jamais en temps normal. Et je regarde au bout de combien de temps il revient un peu, quelle est son élasticité. Ouais. Et en fait, c'est incroyablement robuste, ce genre d'algorithme. C'est rapidement, il revient quand même à ce qu'il connaissait de nous. Ah oui. Sauf si on reste suffisamment dans cette... on change d'avis, quoi. On change vraiment d'avis pendant longtemps et dire, OK, d'accord, j'ai compris. Oui, les changements passagers, il n'est pas trop sensible à ça. Il sait que tu es en train de t'amuser un peu, donc il va te proposer peut-être un ou deux pour t'amuser, mais il a quand même envie que tu continues à regarder. Donc, il continue à te proposer des choses que tu aimes bien. Ok. Et autre truc qui m'intéresse aussi, c'est que donc là, tu parles de l'algorithme de base. Il y a un algorithme qui est extrêmement puissant en ce moment. C'est celui de TikTok. Oui. Qui est, je veux dire, c'est au point que c'est addictif pour beaucoup de gens. C'est assez incroyable. Oui. Donc, de ce que j'ai compris, moi, je connais pas très bien, mais de ce que j'ai compris,
il est vraiment particulier, il a une force. Est-ce que toi, tu en sais un petit peu plus ou Je pense que la personne qui pourra raconter des choses en détail sur l'algorithme de TikTok, c'est quelqu'un qui travaille chez TikTok. Absolument. Parce qu'en fait, ils sont assez... ils gardent le secret sur leur secret de la recette, quoi. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils poussent les paramètres de recommandation et de performance de vidéo à fond. Ils ne sont pas du tout dans une logique... ça, c'est vraiment tout ce que je vais dire, ça n'engage que moi. C'est mon opinion un peu sur la chose. C'est ta lecture de leur algorithme. C'est ma lecture de leur algorithme, c'est qu'ils ne font pas du tout attention à équilibrer un peu, il faut que les gens puissent regarder différentes choses, etc. L'objectif, c'est la performance de la vidéo ou du post, je ne sais pas comment on l'appelle vraiment sur TikTok d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut que ça marche. Donc, l'algorithme apprend au fur et à mesure quels sont les ingrédients qui font que le post fonctionne. Et si tu rentres dans ces ingrédients-là, il le booste à fond. Ouais, c'est ça. Et sinon, parce que en fait sur TikTok, ce qui fait que ça fonctionne comme ça, c'est qu'il te recommande. Tu n'as pas vraiment le choix, tu défiles pas sur plein de choses, tu regardes quelque part un peu, tu es un peu passif finalement, tu subis un peu finalement ce qui apparaît sur ton fil. Ouais. Et donc si l'algorithme décide de pousser quelque chose, il y a un effet boule de neige. Plus il le pousse, plus les gens le regardent, plus les mesures de performance augmentent et plus il le pousse. Mais en tout cas, c'est un algorithme de recommandation comme un autre, avec clairement plus de subtilité que ce que j'ai raconté. Extrêmement puissant, en tout cas. Extrêmement puissant. En fait, le business de ce genre d'entreprise est basé sur l'attention. Donc, il y a plein de recherches, pas que en mathématiques, en neuro, etc., qui essayent de comprendre qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui capte ton attention. Et finalement, c'est ça le cœur de leur business, parce que l'objectif, c'est de passer le plus de temps sur la plateforme. Donc, ça se comprend qu'ils cherchent à optimiser ça. Bien sûr. Ok, écoute, en tout cas, déjà, merci beaucoup pour cette carte blanche, parce qu'on a appris, en gros, les mécanismes de fonctionnement, donc c'est hyper intéressant. Et je suis contente parce que ça permet de soulever aussi plusieurs points. Le fait que les mathématiques peuvent être utiles, peuvent régler des problèmes concrets, et peuvent aussi, comme toute science, soulever des questions de société, et donc des questions éthiques. Et donc, il y a des choses sur lesquelles, effectivement, il serait bon de réfléchir, nous, en tant que communauté, parce que ça nous impacte tous. On sait les potentielles conséquences de ce genre de choses. Donc, Tout à fait. En fait, c'est vraiment une question qui est fondamentale. Les compétences pour y réfléchir, je pense qu'il y a besoin de tout le monde. Les gens qui font les maths, qui font les algos, ont leur part, je pense, je ne vais pas dire de responsabilité, parce qu'il ne s'agit pas de prendre la responsabilité, mais en tout cas, ont leur carte à jouer pour déjà expliquer ce que font vraiment les algos, ou est-ce qu'il peut y avoir des dérives ou des utilisations un peu abusives. Et puis, il y a besoin aussi de gens en philosophie, en sociologie, qui réfléchissent à ces questions-là, et pas forcément dans une démarche de légiférer, de tout réguler, mais vraiment juste réfléchir et mettre en garde sur certains comportements pour que les personnes qui utilisent aient toutes les billes. Exactement, que ce soit des utilisateurs et utilisatrices avertis.